À première vue, l'économie américaine a l'air plutôt solide. Mais si on regarde d'un peu plus près, on commence à voir de sérieuses fissures. Aujourd'hui, on va justement explorer ça. Ces risques cachés, ces connexions un peu invisibles qui ne font pas la une des journaux, mais qui pourraient bien dessiner notre avenir économique. Pour planter le décor, rien de tel que cette citation de l'un des banquiers les plus puissants au monde. Ça résume parfaitement l'idée. Quand un problème financier pointe le bout de son nez, il est très rarement tout seul. Alors c'est quoi ce premier cafard? Eh bien, il s'agit du marché du crédit privé. Pour faire simple, imaginez une sorte de système bancaire parallèle, un genre de Far West de la finance où les règles sont beaucoup plus souples et où la surveillance est bien moins stricte que pour les banques classiques. Et pour bien saisir l'ampleur du phénomène, il suffit de regarder ce chiffre. Ce marché est passé de quasiment 0 à 3 000 milliards de dollars en à peine 10 ans. C'est colossal. Et d'où vient tout cet argent? En grande partie des fonds de pension et de notre épargne retraite. Autrement dit, l'argent qui est censé financer le futur de millions de personnes. Et voilà où le bas blesse. Avec l'incertitude qui monte, les investisseurs veulent récupérer leurs billes. Sauf que ces prêts, ils ne sont pas liquides, on ne peut pas les vendre comme ça du jour au lendemain. Du coup, des gens comme Blackstone ou BlackRock se retrouvent à devoir dire à leurs clients « Désolé, l'argent est bloqué pour l'instant ». Imaginez un peu l'onde de choc. La confiance s'évapore et leurs actions en bourse dévissent. Mais attention, ce problème dans le crédit privé, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce n'est que le symptôme d'un risque bien plus grand, bien plus profond, un concept fondamental sur lequel est bâtie toute notre économie moderne. Et ce concept, c'est l'effet de levier. Pensez-y comme un turbo financier. Tout le monde l'utilise. Des particuliers jusqu'au gouvernement, on emprunte de l'argent pour pouvoir investir plus gros. Forcément, quand tout se passe bien, les gains sont démultipliés. Mais quand le vent tourne, les pertes, elles aussi, sont amplifiées de manière spectaculaire. Pour vraiment se rendre compte de la puissance destructrice de cet effet de levier, il suffit de se souvenir de 2008. On a tous l'impression que la planète entière s'est effondrée. Pourtant, en réalité, tout est parti de moins de 5% des prêts immobiliers américains qui ont fait défaut. Juste 4,5%. Cette toute petite étincelle a suffi à mettre le feu à la finance mondiale. C'est ça, l'effet domino. En fait, notre système économique ressemble un peu à un château de cartes. Chaque étage est construit sur de la dette. Le propriétaire est endetté auprès de la banque, qui elle-même est endettée. Les fonds sont endettés, les assurances qui investissent dans ces fonds sont endettées, et tout en haut de la pyramide, le gouvernement qui est censé superviser tout ça est le plus endetté de tous. C'est une structure incroyablement fragile, où il suffit qu'une seule petite carte vacille pour que tout l'édifice menace de s'effondrer. La question à 1 million, c'est donc qu'est-ce qui pourrait faire tomber la première carte aujourd'hui? Eh bien, il y a deux grandes menaces qui se profilent à l'horizon. Le premier détonateur possible, c'est le pétrole. C'est assez frappant quand on regarde l'histoire, il y a une corrélation presque parfaite. Chaque fois qu'il y a eu un pic majeur des prix du pétrole, une récession a suivi de très près. Et avec les tensions géopolitiques actuelles, les prix redeviennent très volatiles. Le second détonateur est plus inattendu, on va dire. C'est l'intelligence artificielle. Contrairement aux vagues d'automatisation du passé qui touchaient surtout les ouvriers dans les usines, cette fois, l'IA menace directement les emplois de bureau, les fameux cols blancs. Et pourquoi c'est si dangereux? Tout simplement parce que ce sont ces emplois-là qui génèrent la majorité des impôts. Une perte massive de ces revenus fiscaux pourrait déclencher un désendettement brutal et vraiment chaotique. Et cette menace pèse sur un État qui est déjà dans une situation financière, disons, très précaire. Rien que les dépenses obligatoires du gouvernement américain, c'est-à-dire les retraites, les intérêts de la dette et la défense, eh bien ça représente déjà 120% de toutes les recettes fiscales. Autrement dit, avant même d'avoir financé la moindre route ou la moindre école, le pays dépense déjà plus que ce qu'il ne gagne. Et tout le reste est financé par, et oui, encore plus de dettes. Cette accumulation de risques, un système fragile, basé sur la dette, menacé à la fois par le pétrole et l'IA, avec un gouvernement surendetté, ça met la Banque centrale américaine, la Fed, dans une position absolument intenable. Un vrai casse-tête. Et voici le piège. C'est simple. Si la Fed baisse ses taux d'intérêt pour éviter une récession, elle prend le risque de faire exploser l'inflation, surtout avec un pétrole cher. Mais si, au contraire, elle augmente les taux pour calmer l'inflation, alors elle est quasi certaine d'aggraver la récession. Contrairement aux crises passées, elle ne peut pas combattre les deux en même temps. C'est un véritable échec et mat. Alors, face à cette impasse, à cet échec et mat, est-ce qu'il existe une porte de sortie, une solution un peu hors des sentiers battus qui pourrait permettre d'éviter le pire? Eh bien, il y a une théorie assez fascinante, un peu radicale, c'est vrai, qui circule et qui suggère que la solution pourrait se trouver dans les coffres-forts du Trésor américain sous la forme de son plus vieil actif. Et là voilà cette idée. Le gouvernement américain possède plus de 8000 tonnes d'or. Mais le truc un peu fou, c'est que dans ses livres de comptes officiels, cet or est toujours valorisé à son prix de 1973,
À peine 42 $ l'once. Pendant ce temps, sur le marché mondial, sa valeur réelle a littéralement explosé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si le Trésor américain décidait simplement de mettre à jour la valeur de son or au prix du marché actuel, il pourrait faire apparaître plus de 1300 milliards de dollars sur son bilan. Comme par magie, du jour au lendemain. Juste une correction comptable qui créerait un actif bien réel sans imprimer un seul nouveau billet et sans augmenter les impôts. On pourrait se dire que c'est une idée complètement dingue sortie de nulle part. Mais en fait, pas du tout. Elle a des précédents historiques. Le président Roosevelt l'a fait dans les années 30 pour combattre la Grande Dépression. Nixon l'a fait 2 fois dans les années 70. À chaque fois, ce n'était pas une mesure anodine, c'était une arme de dernier recours, utilisée en temps de crise économique majeure. Mais le vrai coup de génie de cette théorie va encore plus loin. Cet or réévalué pourrait aussi servir à calmer la crise du pétrole. Voilà comment ça marcherait. Aujourd'hui, les producteurs de pétrole sont payés en dollars, une monnaie qui perd de sa valeur. L'idée serait de leur proposer une alternative, être payés en or. Avec un or qui vaut officiellement beaucoup plus cher, ils pourraient vendre leur pétrole à un prix en dollars plus bas, tout en obtenant au final un bien meilleur pouvoir d'achat. Le résultat, les prix du pétrole se stabiliseraient, l'inflation se calmerait et la Fed sortirait enfin de son piège. Au final, on se retrouve donc face à cette question. Cette idée d'un retour à l'or, est-ce une théorie complètement farfelue, une relique d'un autre temps, ou est-ce que c'est au contraire une issue de secours pragmatique face à une série de problèmes qui semblent aujourd'hui insolubles ? La réponse, quelle qu'elle soit, pourrait bien façonner l'économie mondiale pour les 10 prochaines années.